assez large, hein. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, hein, puisque c'est 5 à 15% des femmes en âge de procréer, et ça va être la principale cause des troubles du cycle. Donc les troubles du cycle, c'est ce premier symptôme dont on va parler, c'est-à-dire que les cycles viennent de manière irrégulière. C'est également la principale cause d'infertilité de la femme, parce qu'il y a un trouble de l'ovulation possiblement. Et c'est la cause la plus fréquente d'hyperandrogénie, qui est l'autre symptôme prépondérant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hyperandrogénie qui est extrêmement fréquente, hein, 60 à 80% des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, ça correspond donc à un excès d'androgène, comme son nom l'indique, et les androgènes, c'est notamment la testostérone. Ça va se manifester par une peau grasse, des cheveux gras, de l'acné par exemple, mais aussi ce qu'on appelle de l'hirsutisme, c'est-à-dire une pilosité qui est accrue, qui est faite en fait de poils durs et noirs, pigmentés, et qui va être développée dans des territoires masculins. Il ne s'agit pas d'avoir des jambes ou des bras un petit peu plus poilus que notre voisine. Non, c'est pas ça. C'est vraiment avoir une pilosité développée de manière anormale, par exemple au niveau du visage ou au niveau du ventre ou du bas du dos. Il peut également avoir une chute de cheveux. Les cycles irréguliers, je vous en parlais, donc ça c'est également un symptôme extrêmement fréquent du syndrome des ovaires polykystiques. Alors la durée d'un cycle normal, c'est 25-35 jours, donc c'est pas forcément 28 jours pile poil. Si une fois vous avez un cycle de 26 jours et le mois d'après un cycle de 32 jours, c'est tout à fait normal. Cette irrégularité des cycles, en fait, c'est lié à cette anomalie de l'ovulation, parce que tous les follicules en excès, ça gêne finalement la réponse à la stimulation de l'hypophyse, comme on l'a vu. Et donc, l'ovulation ne se fait pas bien. Et quand l'ovulation ne se fait pas bien, les règles ne viennent pas correctement. Donc, ce sont des cycles longs en pratique, plus de 35 jours, et maximum 8 cycles par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez tous les mois un cycle de 36 jours, ce n'est pas un symptôme du syndrome des ovaires polykystiques, d'accord? Puisque c'est quasiment dans la normalité et il y a une certaine régularité. D'accord? Donc, ce trouble de l'ovulation, premier symptôme qui va se traduire par des cycles irréguliers, l'hyperandrogénie clinique avec tout ce qui va concerner la pilosité et l'acné. C'est vraiment les symptômes principaux du syndrome des ovaires polykystiques. Après, tout le monde ne va pas avoir tous ces symptômes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a autant de syndrome des ovaires polykystiques, autant de patientes, j'exagère un petit peu, mais il y a des grandes familles de syndrome des ovaires polykystiques. Certaines vont avoir des troubles du cycle et un problème de pilosité, d'autres vont uniquement avoir des troubles du cycle, d'autres uniquement un problème de pilosité. Donc ça complexifie parce que sous le nom de une maladie, finalement, en fait, il y en a probablement plusieurs. Ensuite, même si ce n'est pas un symptôme propre au syndrome des ovaires polykystiques, je vous ai parlé de cette implication de l'insuline et de son rôle aggravant ou participant dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, peut être associé au syndrome des ovaires polykystiques un surpoids, une obésité et une insulinorésistance, donc c'est-à-dire une production d'insuline qui ne se fait pas bien, même chez les femmes minces et ou chez les femmes qui ont des problèmes de poids. Et cette insuline va en plus avoir un rôle, va pouvoir aggraver la régularité des cycles et l'hyperandrogénie. Donc, comme je vous le disais, ça fait un peu comme un cercle dont finalement on ne sait pas toujours où est le point de départ. Alors, on va pouvoir enlever le schéma, je pense, maintenant, et discuter finalement de comment on diagnostique ce syndrome des ovaires. Quels sont les examens indispensables à ce diagnostic? Alors, le diagnostic commence déjà par l'examen clinique et puis la discussion avec la patiente au travers de ces symptômes dont je vous ai parlé. Le diagnostic, il repose sur 3 piliers qui sont importants. Diagnostic positif, c'est-à-dire on peut faire le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, mais ça va être en s'assurant qu'on a éliminé d'autres diagnostics qui peuvent ressembler à ça, mais qui ne sont pas ça, pour être certain. Et puis attention à certains pièges, on va revenir dessus. Donc, comment on fait le diagnostic? C'est des critères qu'on appelle des critères de Rotterdam, qui ont été définis déjà il y a plusieurs années, c'était 2003. Et il faut au moins 2 critères de présence sur 3 critères pour pouvoir conclure à un syndrome des ovaires polykystiques. Quels sont ces critères?
Je vous en ai déjà parlé. Le premier critère, c'est les troubles du cycle, donc les troubles de l'ovulation, des cycles de plus de 35 jours et maximum 8 cycles par an. Une hyperandrogénie clinique et ou biologique, on va revenir sur le côté biologique, c'est-à-dire quelle prise de sang on doit faire et finalement quels paramètres sont importants. Donc on peut avoir un excès d'androgène, soit qui se manifeste cliniquement, je vous ai parlé de la pilosité par exemple, mais aussi ça peut être dans la prise de sang. Et le dernier critère, c'est l'aspect à l'échographie. Donc, c'est-à-dire, sur l'échographie, de voir des ovaires très riches en follicules. C'est ça qui a donné le nom à cette maladie du syndrome des ovaires polykystiques. Ces critères-là, ils ont évolué au fil des années et ils sont plus récents, c'est 2018. Pourquoi ? Parce que les radiologues et puis les praticiens qui font de l'échographie sont beaucoup plus performants, ainsi que les machines. Du coup, les critères anciens étaient un peu obsolètes parce que tout le monde, quasiment, aurait eu un syndrome, enfin, en tout cas, des ovaires polykystiques. Et aujourd'hui, on définit avec un ovaire qui contient au moins 20 follicules ou un volume ovarien supérieur à 10 millilitres. Attention, là, il y a un petit piège à éviter parce que c'est finalement le critère le plus difficile, le critère échographique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut au moins 2 critères. Ce n'est pas parce qu'on a une échographie qui nous dit qu'on a des ovaires avec beaucoup de follicules qu'on a un syndrome des ovaires polykystiques. Et trop souvent, on associe les deux. En effet, il y a à peu près 15 à 20% des femmes qui vont avoir des ovaires multifolliculaires, mais qui n'auront pas les autres critères et donc n'auront pas de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, le message, on ne panique pas devant un résultat d'échographie pris isolément. Ce n'est pas forcément associé au syndrome des ovaires polykystiques, mais on verra, on ne panique pas non plus si on a un syndrome des ovaires polykystiques. Et ensuite, le critère échographique, on ne va pas le considérer quand on est toute jeune, c'est-à-dire dans les 8 premières années après les premières règles. Donc, si on a une règle à 12 ans, on ne va pas considérer l'échographie comme contributive avant l'âge de 20 ans. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, c'est normal d'avoir plein de follicules sur nos ovaires. D'accord ? Et donc, ce n'est pas assez discriminant et pertinent pour rentrer dans les critères diagnostiques. Donc, on va avoir des difficultés à faire le diagnostic précocement et ça, on va revenir dessus. Il ne faudra pas se précipiter sur ce diagnostic dans les premières années après la puberté. Donc ça, c'est comment on fait le diagnostic, les 2 critères sur les 3, trouble du cycle, hyperandrogénie, échographie. Et je vous ai dit, il faut éliminer d'autres maladies qui peuvent finalement ressembler pour être sûr que c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça sera des problèmes soit de l'hypophyse, le chef dont on a parlé, qu'on va pouvoir vérifier dans la prise de sang, soit des surrénales qui sont d'autres glandes dans l'abdomen qui vont produire aussi de la testostérone et des androgènes et donc qui peuvent donner des symptômes ressemblants. Également, on va rechercher des anomalies du cortisol. Donc, dans la prise de sang, qu'est-ce qu'on va doser finalement ? Déjà, à quel moment on va le doser ? Donc, on oublie le bilan hormonal quand on utilise une contraception hormonale. On ne fait pas un bilan sous pilule comme ça pour voir où on en est. Ça n'a pas d'intérêt. Ça va être complètement faussé. On ne saura pas l'interpréter. Idéalement, la prise de sang, on la fait ce qu'on appelle en première partie de cycle, c'est-à-dire en fin de règle globalement. Pourquoi ? Parce qu'après l'ovulation, quand ovulation il y a, les androgènes, donc la testostérone, les androgènes qui vont nous intéresser vont être faussement élevés. Donc, ça ne va pas être pertinent. Donc, c'est idéal de le faire plutôt en fin de règle. Donc, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai mes règles tous les 6 mois, je ne vais pas attendre 6 mois pour faire la prise de sang. En effet, donc là, on va pouvoir déclencher les règles avec de la progestérone pour pouvoir faire le bilan dans les conditions optimales. Après, on peut néanmoins faire le bilan hormonal à n'importe quel moment et s'adapter, mais pas sous contraception hormonale. Et donc, dans cette prise de sang, on va regarder les hormones dont je vous ai parlé sur le schéma, la FSH et la LH, produites par l'hypophyse. Les hormones qui vont être produites par les ovaires, le stradiol, la testostérone, les androgènes. On va regarder également la prolactine qui est sécrétée par l'hypophyse parce que c'est un diagnostic d'une maladie différente. Et enfin, on va regarder une hormone qui s'appelle la 17-hydroxyprogestérone. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et que tout le monde est allé chercher un verre d'eau pour se détendre. En fait, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est essentiel parce que c'est un critère vraiment discriminant qui est souvent oublié, ce dosage de 17-hydroxyprogestérone. C'est une hormone qui est fabriquée par la surrénale, cette glande dans le ventre qui fabrique aussi des androgènes, je vous l'ai dit. On retrouve chez les hommes et chez les femmes. Et souvent, je prends l'exemple d'un ciseau. Si on coupe une feuille de papier dans le corps, on a plein de ciseaux, ce qu'on appelle des enzymes.
Ça découpe une molécule en une autre molécule. Donc, vous prenez une feuille de papier, vous découpez, vous en avez 2. Dans le corps, ça fonctionne comme ça. Si votre ciseau ne fonctionne pas bien, votre enzyme ne fonctionne pas bien, au lieu d'avoir un grand tas avec 2 papiers et un petit tas avec un seul papier, vous allez avoir des tas un peu soit équilibrés, soit surtout des feuilles uniques et pas beaucoup de papier divisé en 2. Et donc, c'est ce qu'on va chercher en fait à savoir avec le dosage de la 17-hydroxyprogestérone. Si elle est élevée, ça veut dire que vous avez une anomalie de cette enzyme, de ce ciseau, et que du coup, vous accumulez les feuilles individuelles, qui est la 17-hydroxyprogestérone, c'est pour ça que ça monte. Pourquoi je vous embête avec ça? Tout simplement parce que chez la femme, quand il y a une anomalie de ce ciseau, de cette enzyme, ça peut donner exactement les mêmes symptômes qu'un syndrome des ovaires polykystiques. Tout pareil, d'accord? Donc finalement, quel intérêt? C'est ça, ou un syndrome des ovaires polykystiques, l'intérêt de savoir exactement ce qu'on a. Et surtout, l'intérêt que ça, c'est une maladie génétique. Et que dit maladie génétique? C'est le risque de transmission à son nouveau-né. Et donc, si on est porteur de cette anomalie, je vous rassure, c'est rare par rapport au syndrome des ovaires polykystiques, bien évidemment, on va aller rechercher lorsqu'il y aura un projet de grossesse si le conjoint est aussi porteur, si la femme est porteuse, et ce qui permettra d'éviter de transmettre une forme grave au bébé qui aurait les 2 anomalies, celle de la maman et celle du papa. Donc, globalement, c'est ce qu'on fait dans la prise de sang. Après, je vais parler de cette insuline et de l'implication du poids potentiellement dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, des problèmes d'insuline, c'est à peu près 1/3 des femmes minces qui ont un syndrome des ovaires polykystiques et on arrive jusqu'à 2/3 s'il y a une obésité associée. Alors, ça reste des statistiques. Mais le message est, c'est pas parce qu'on n'est pas en surpoids qu'on ne peut pas avoir un problème d'insuline. Donc, il faut rechercher chez tout le monde. Comment on recherche? On mesure le taux de sucre dans le sang. On peut mesurer également l'insuline. Et c'est intéressant de savoir s'il y a une anomalie d'insuline, notamment avant un projet de grossesse. Raison pour laquelle les dernières recommandations nous recommandent de faire ce qu'on appelle un test au sucre. Pour ceux qui ont déjà eu des bébés, ils ont dû l'avoir parce que c'est un moment inoubliable dans notre vie où on boit une substance délicieuse. Franchement, je ne sais pas pourquoi on ne donne pas un paquet de bonbons. Non, je rigole. Donc, on boit cette substance délicieuse sucrée et on mesure le taux de sucre à différents temps. Donc, on pratique ce test-là chez les femmes qui ont un projet de grossesse ou qui sont en surpoids pour essayer de bien caractériser s'il y a cette résistance à l'insuline ou pas et du coup d'adapter après derrière la prise en charge.